Accrochez-vous, ça va aller très vite car on va parler de vitesse, mais détendez-vous aussi car il s'agit juste de la vitesse d'obturation. Donc ça va aller aussi très lentement. Bonjour à tous et bienvenue dans Street Life Photographie. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation fait partie de la base en photographie sur comment exposer ses photos. Donc, il s'agit d'une chose très importante qu'il faut être capable de maîtriser quand on fait de la photo, car ça va vous permettre de prendre en main votre appareil photo et décider de quel type de photo vous souhaitez faire. Et surtout, chose plus importante encore, quel type de photographe vous voulez être. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, nous allons voir ensemble ce que c'est la vitesse d'obturation en photographie. Nous allons voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients quand on décide de travailler avec une vitesse basse ou une vitesse élevée. Nous verrons quel type de photo on peut obtenir avec une vitesse basse, quel type de photo on peut obtenir avec une vitesse élevée. Et nous verrons aussi quelles sont les limites de chaque côté quand on décide de travailler avec la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo va s'ouvrir et se refermer aussitôt pour laisser passer la lumière. Ensuite, cette lumière va aller jusqu'à atteindre le capteur de l'appareil photo, le capteur qui est sensible à la lumière pour justement exposer le capteur à la lumière qui vient juste de passer. Et comme on parle de temps d'exposition, on retrouve aussi l'expression temps de pause pour parler de la vitesse d'obturation. On parle de vitesse d'obturation et donc tout est exprimé en secondes, voire en fraction de seconde dans l'appareil photo. Quand le photographe décide de travailler avec une vitesse rapide, moi je considère qu'on est sur des vitesses rapides à partir du moment où on est à 1/500e, car c'est à partir de là où on peut figer des mouvements des gens qui courent, qui se déplacent, comme par exemple un joueur de football ou un joueur de hand ou un match de rugby. À ce moment-là, l'obturateur de l'appareil photo va s'ouvrir et se refermer très rapidement. Les conséquences sont que on ne va pas pouvoir exposer longtemps le capteur de l'appareil photo à la lumière et donc on risque d'obtenir une photo pas suffisamment exposée. Mais pour pallier à tout ça, on peut ouvrir le diaphragme de l'objectif de votre appareil photo pour encore mieux exposer. Si vous n'avez pas un objectif qui peut ouvrir très grand, à ce moment-là, il y a une autre solution, c'est de monter les ISO pour pouvoir mieux exposer votre photo. L'avantage de travailler sur des vitesses rapides, c'est que vous serez en capacité de figer les mouvements des sujets que vous êtes en train de photographier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur de foot, un match de handball, un match de rugby, vous serez, à partir de 1/500e, vous serez capable de figer les mouvements des sujets que vous êtes en train de photographier. L'autre avantage aussi, c'est que vous ne serez pas soumis à ce qu'on appelle le flou de bouger ou le flou de mouvement. L'inconvénient de travailler sur des vitesses rapides, c'est l'exposition de vos photos à la lumière. Comme l'obturateur s'ouvre et se referme aussitôt, vous n'exposez pas suffisamment votre capteur à la lumière. Donc il y a un risque que vos photos ne soient pas suffisamment exposées. Alors évidemment, on peut pallier en augmentant les ISO ou en ouvrant un peu plus le diaphragme, mais l'inconvénient justement de monter les ISO pour mieux exposer vos photos, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit numérique sur vos photos. En tout cas, vous risquez d'avoir du bruit numérique sur vos photos et ça risque d'être très moche sur vos photographies. A l'inverse, quand on travaille avec une vitesse d'obturation lente, 1/15e ici par exemple, vous allez ouvrir l'obturateur de votre appareil photo, il va rester suffisamment longtemps ouvert et donc vous allez exposer un peu plus longtemps le capteur de votre appareil photo à la lumière. On va dire que le temps de pause va être un peu plus long pour dire les choses autrement. L'avantage, c'est que les photos ou la photo que vous allez réaliser va être suffisamment exposée à la lumière. Vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir votre diaphragme et encore moins d'augmenter les ISO pour exposer votre photo. Donc, vous avez moins de chances d'obtenir du bruit numérique. L'inconvénient de travailler sur des vitesses lentes, c'est que vous vous exposez, vous, le photographe ou le sujet, à ce qu'on appelle le flou de bouger ou le flou de mouvement. Et on va voir ça tout de suite. Le flou de bouger, ce sont les mouvements du photographe au moment où il est en train de réaliser sa photo. Quand on décide de travailler sur une vitesse basse, alors à un moment donné, comme le temps de pause est long, à un moment donné, on se déplace, on bouge un peu. Même si on reste très concentré, figé pour réaliser sa photo, quand on est sur un temps de pause assez long, à un moment donné, on bouge et ça a un impact directement sur la photo qu'on est en train de réaliser. Il faut à tout prix l'éviter pour ne pas se retrouver avec des photos ratées.
ce flou de bouger peut aussi être causé par la longueur focale qu'on est en train d'utiliser. Plus le zoom va être long et plus on risque d'obtenir de flou de bouger du photographe. Pour pallier à ça, il y a une règle, il faut toujours shooter au-dessus de la longueur focale que vous êtes en train d'utiliser. Si vous utilisez un 500 mm par exemple, essayez de toujours shooter au-dessus. Un 600 par exemple. Si vous shootez sur 85 mm, essayez de shooter au-dessus de 85 mm, 1 centième par exemple. Vous évitez le flou de bouger en shootant toujours au-dessus de la longueur focale ou de zoom que vous êtes en train d'utiliser. C'est la règle qu'utilisent la plupart des photographes pour éviter le flou de bouger. Dans les appareils photo et dans les objectifs des appareils photo, on retrouve une technologie qui permet de stabiliser l'appareil photo. Malgré que le photographe bouge, il y a de la technologie à l'intérieur qui permet justement d'éviter le flou de bouger et le flou de mouvement. Il y a d'autres parades qui permettent également d'éviter le flou de bouger. C'est assez simple, pas besoin de technologie. Il faut tout simplement utiliser un trépied. Le trépied, c'est l'arme ultime pour éviter le flou de bouger. Bien évidemment, en utilisant aussi le retardateur pour ne pas avoir à appuyer sur l'appareil photo, que la photo soit prise directement et en appuyant dessus, vous allez quand même bouger l'appareil photo et il y a un risque que vous obteniez quand même ce flou de bouger. Donc un retardateur, un trépied, vous appuyez, vous laissez l'appareil photo faire le travail et là vous avez une chance de ne pas obtenir un flou de bouger. Il faut peut-être aussi éviter de mettre le trépied sur un pont ou sur un endroit où il y a des voitures qui passent parce que même si vous appuyez sur le retardateur et que la photo va être prise de 2 secondes, 5 secondes plus tard, mais il suffit qu'il y ait une voiture qui passe à ce moment-là, le pont va bouger ou à côté le sol va bouger un peu et vous risquez quand même d'obtenir un flou de bouger si vous vous situez à un endroit où il y a beaucoup de secousses. Le flou de mouvement, quant à lui, ce sont les mouvements des sujets que vous êtes en train de photographier. Donc, même si vous vous assurez d'être sur un trépied, vous ne bougez pas, vous avez activé la technologie nécessaire sur l'objectif et sur votre appareil photo, si vous travaillez avec une vitesse pas suffisamment élevée, alors vous risquez quand même d'obtenir des photos floues car vos sujets bougent vite et vous ne travaillez pas avec la bonne vitesse. Moi, quand je fais de la street photographie, au niveau de la vitesse d'obturation, je suis à environ 1/125e. Sur ces vitesses-là, je suis quasiment sûr que quelqu'un qui se déplace lentement, quelqu'un qui est en train de marcher, je vais pouvoir figer ce mouvement. Bien évidemment, j'augmente en fonction des déplacements et des mouvements des gens, mais à partir de 1/125e, je suis sûr que je vais figer les déplacements et les mouvements des sujets que je suis en train de photographier. Quant à l'ouverture du diaphragme, ça dépend si j'ai envie d'obtenir un arrière-plan flou ou pas, si j'ai envie d'obtenir un bon bokeh derrière la personne. Ça dépend de quel type de street photographie je suis en train de faire aussi. Et pour les ISO, généralement je les laisse autour de 100 car quand je sors pour shooter, je sors quand c'est le golden hour, donc j'ai une luminosité suffisamment belle pour ne pas pousser mes ISO beaucoup plus haut que ça. Ça peut arriver que j'augmente un peu si je suis dans une heure réelle où c'est un peu plus sombre, mais généralement je reste autour de 100. Donc pour éviter le flou de mouvement des gens, il faut shooter et travailler sur la bonne vitesse. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les règles à respecter sur la vitesse d'obturation. Comment travailler avec une bonne vitesse d'obturation. Travailler avec la vitesse d'obturation, c'est quelque chose d'assez subtil parce qu'on peut obéir aux règles ou on peut complètement ne pas obéir aux règles pour réaliser des photos magnifiques au niveau artistique. Par exemple, réaliser un filet, on joue avec la vitesse d'obturation. Quelque part, on peut se dire que la photo est floue, la photo n'est pas bien, mais artistiquement parlant, le photographe ici recherche cet effet-là. À ce moment-là, il travaille avec une vitesse qui ne va pas forcément figer le mouvement. Donc, obéissez aux règles, ne les obéissez pas pour pouvoir aller chercher quel type de photo, quel type de photographe vous voulez être en jouant sur la vitesse d'obturation. Voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me laisser un like. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, je prendrai un plaisir à faire un retour sur vos commentaires et à répondre à vos questions. Si vous aimez mes vidéos, si vous appréciez le travail que je fais sur YouTube, sur la photographie, et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner à la chaîne. Ça va tout simplement m'aider et ça va aider la chaîne à grandir, ça va aider la chaîne à grossir et ça permettra d'aider aussi tous ceux
ceux qui ont besoin des conseils et qui ont besoin de progresser en photographie. Prochaine vidéo, nous allons parler des ISO en photographie. Nous allons voir les avantages et les limites des ISO en photographie. Et sur des cas très concrets sur le terrain, nous verrons quels sont les impacts des ISO en photographie. Moi, je vous dis bye, à la prochaine.